Donc, en fait, ce qu'on retient essentiellement ici, c'est il faudrait vraiment que les jeunes travaillent aussi le personal branding pour pouvoir, en Oui, fait, eux-mêmes dénicher leurs propres clients parce qu'on va pas tout le temps aller postuler sur des sites de freelance et tout. Il faudrait vraiment exactement. bâtir soi-même une communauté dans le domaine Exactement. Exactement. pour, C'est capital. Content oui, is king. C'est oui, encore vrai aujourd'hui, c'était vrai il y a 20 ans. oui, Le contenu, c'est la clé. oui, En parfait, fonction parfait. de ton contenu, les gens vont s'intéresser à toi. C'est Voici. systématique. Pas parce qu'ils t'aiment, mais parce que ton contenu répond à leurs attentes. Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo, qui est une nouvelle vidéo de parcours de développeur où cette fois-ci nous allons en France pour rencontrer Monsieur Douglas. Alors déjà, bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'invite directement à t'abonner, ok? Abonne-toi, active la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Et troisièmement, rejoins la communauté Discord de JeuxLab, ok? C'est une communauté qui est remplie de jeunes entrepreneurs, de jeunes développeurs. Donc tu pourras en fait apprendre à l'intérieur de cette communauté. Lorsque je sors une nouvelle vidéo, tu pourras faire des rencontres dans ton domaine, dans le domaine de l'informatique, bien évidemment. Et en troisième lieu, tu pourras en fait apprendre des entrepreneurs parce que JeuxLab, il y a une partie entrepreneur où tu peux en fait discuter avec des entrepreneurs. Et si vous êtes une entreprise, vous pouvez en fait profiter pour pouvoir en fait réaliser vos projets parce que JeuxLab, c'est plus de 500 développeurs déjà disponibles sur la communauté. Donc ça serait intéressant quand même pour toi que tu puisses rejoindre la communauté. Alors comme je le dis, là on va actuellement en France pour rencontrer Monsieur Douglas. Alors Monsieur Douglas, c'est le fondateur de 10 000 codeurs. Pour tous ceux qui ne connaissent pas 10 000 codeurs, 10 000 codeurs c'est une entreprise qui aide les jeunes africains spécialement à pouvoir évoluer, à pouvoir progresser dans le domaine de l'informatique, dans tous les secteurs possibles de l'informatique, que ce soit de la data, que ce soit au fait de la programmation, que ce soit du réseau. Donc tout au long de cette vidéo, Monsieur Douglas, qui a commencé avec 5 ans d'expérience dans le CDI et maintenant est actuellement à son propre compte, nous fait un retour d'expérience de tout son vécu dans le domaine du CDI, dans le domaine du freelance. Il nous donne des clés essentielles que je trouve quand même qui sont importantes pour tous les membres de la communauté, au fait, à utiliser pour pouvoir progresser dans le domaine. Alors, c'est une vidéo quand même très intéressante, comme j'ai l'habitude de le dire. Je vous invite à me laisser en commentaire ce que vous avez retenu de la vidéo et à liker la vidéo, si cela vous a plu. Peace et à la prochaine vidéo. C'est parti. Donc, bonjour Monsieur Douglas. Merci de nous avoir accordé au fait votre temps sur JeuxLab pour au fait profiter de vos expériences et partager cela avec la communauté. Donc je vais commencer déjà par une première question, c'est que Monsieur Douglas. Douglas, ok, d'accord. 46 ans. Je suis marié, papa de 3 enfants. D'accord. Je suis ingénieur diplômé d'une école l'INSA de Lyon, il y a 20 ans. Donc j'ai 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle continue en informatique. Parfait. Et vous êtes ingénieur en quoi? Ah, Attendez. Vous êtes ingénieur en quoi? alors je suis ingénieur plus précisément en électronique et informatique industrielle. Ok, d'accord. Donc à Lyon. Donc j'ai fini mes études à Lyon. J'ai fait une classe préparatoire à Paris, à Cachan. Et puis je suis arrivé à l'école d'ingénieur à Lyon, à l'INSA. Ok, d'accord. Pourquoi vous avez choisi ce parcours d'ingénierie là dans le domaine de... Par quoi ça a commencé? Pourquoi vous êtes allé directement dans ce domaine? Alors en fait, je me destinais à faire des études courtes. Parce que je viens d'un environnement modeste, de ces gens qui veulent avoir la moyenne, pas plus. Ok. Et puis un jour, j'ai un prof qui m'a dit non, t'as un super potentiel. Il faut que tu puisses aller au bout de ce que ton potentiel peut te permettre de faire. Parfait. Et donc c'est comme ça que, en fait, en terminale, je suis allé dans des cours qui me préparaient déjà à des trucs. À des mathématiques supérieures. Ok, d'accord, d'accord. Mais voilà. Pendant ce parcours-là, vous avez été confronté à plusieurs difficultés. J'imagine que vous avez fait un peu de code, un peu de mathématiques et tout ça. Comment vous avez fait pour surmonter tout cela? Quels sont les critères que vous trouvez quand même importants pour pouvoir surmonter tout cela vu votre parcours? Je pense que il faut voir ce qui est au bout. Okay. C'est ça le sujet. C'est qu'est-ce qui est au bout. Moi, on m'a fait comprendre que si je prenais 2 ans de ma vie pour galérer à faire des maths et de la physique 24 heures sur 24, oui. Oui. Après je passerais des concours et après je gagnerais bien ma vie parce que j'entrerais dans une école. Oui. Donc j'ai dit ok. Et donc j'ai fait ce cursus-là.
Donc, mais ce qui est important, c'est surtout que j'ai eu la chance de rencontrer une personne. Okay. C'est ça qui est important, je pense, qu'il faut retenir. Oui. Et qu'il y a eu une personne dans ma vie qui m'a dit, ton potentiel, c'est ça. Ok. Alors que dans ta tête, ton potentiel, c'est ça. Oui. Mais moi, je sais que ton potentiel, c'est ça. Je vois. Donc, vous avez eu un motivateur en tant que tel. Voilà. Ok, en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Oui. C'est qu'en fait, l'estime que j'avais de moi ne me permettait pas de penser que j'aurais pu avoir un destin différent de mon environnement direct. Ok, d'accord, je vois. Mais, ok, d'accord. Mais vous avez commencé après, je pense que vous avez fait de l'alternance et après vous êtes allé en CDI ou pas du tout? Non, j'ai fait vraiment la voie dite d'excellence en France, hein, c'est-à-dire que tu fais mathématiques supérieures spéciales, après tu passes des concours et puis après tu as 3 ans d'école d'ingénieur. Ok. Et quand tu as ton diplôme d'ingénieur, bah après, comme c'est une école d'ingénieur reconnue, identifiée, tu as des offres qui viennent rapidement. Donc, vous n'avez pas eu à galérer pour trouver votre premier CDI, pas du tout? Pas du tout. Oui. Pas du tout. Parfait. Toutes les portes sont ouvertes. Oui, parce que bon, les compétences y étaient, au fait. C'est surtout parce qu'il y avait la renommée de l'école. Ok, d'accord. L'INSA, aujourd'hui, c'est une des meilleures écoles d'ingénieurs en informatique, cotée dans le classement des écoles. Donc, oui. Donc, mais est-ce que dans votre domaine, est-ce que il y a au fait la passion qui s'avère important pour pouvoir progresser dans le domaine, la persévérance? Qu'est-ce que vous trouvez comme critère quand même nécessaire, par exemple pour quelqu'un qui veut être ingénieur dans ce domaine-là, pour vous? Il faut avoir un objectif. Moi, je pense qu'il faut avoir un objectif et l'objectif te permet de t'accrocher. Ok. Parce qu'effectivement, que ce soit pour ce type d'études ou en général, hein, il faut avoir une motivation pour faire beaucoup de choses qui, d'a priori, ne sont pas dans ta zone de confort. Oui. Et ça va sortir de sa zone de confort aussi, c'est pas... Ouais, tu sors de ta zone de confort. Tu es plus à l'aise en maths physique, mais il faut aussi que tu sois fort en français. Ouais. Je vois. Ok. Tu es à l'aise en français, mais il faut aussi que tu sois à l'aise en mécanique. Ouais. Que tu n'aimes pas du tout. Ouais, je comprends très bien. Donc, vraiment être polyvalent, en fait. Je pense voilà, il faut être polyvalent. Oui. Et c'est ce qui revient souvent. Sortir de sa zone de confort. Tu n'es pas rigoureux, mais il faut que tu sois un peu rigoureux pour atteindre un objectif. Tu n'es pas discipliné, mais il faut un peu de discipline. Discipliné pour atteindre ton objectif. Oui, ok, d'accord. Parfait. Mais vous avez fait 5 ans dans le domaine du CDI. Vous avez travaillé en CDI pendant 5 ans. Qu'est-ce que vous avez retenu de manière générale? Pourquoi vous avez voulu quitter le CDI? Alors, j'ai eu la chance pendant ces 5 ans d'apprécier ce que je faisais, puisque je faisais des missions de 6 mois à 1 an et demi. J'en ai fait en France, j'en ai fait en Suisse, j'en ai fait aux États-Unis. Donc, ce que j'ai apprécié, c'est la diversité des missions. Ok. Et la qualité, en fait, des chefs de projet que j'avais et l'envergure des projets. Okay. Donc, on passe d'un projet de 10 jours à Grenoble à un projet d'un an en Suisse. Ok. Et avec 300 personnes. Ouais. Donc, après, on passe à un projet où il faut partir aux États-Unis. On va là-bas, on voit un environnement différent. Culturellement, c'est différent. Donc, ça ouvre en fait ça ouvre les yeux sur le monde. Ça ouvre les yeux sur des domaines de métier. On passe d'un client qui est dans le domaine du transport à un client qui est dans le domaine de la pharmacie, médicale, et puis une organisation internationale. Donc, ça c'est passionnant. Pour quelqu'un qui sort d'école, qui a envie de croquer la vie à plein poumon et qui a envie de montrer qu'il a des muscles. Oui. Donc, vous apprenez en perpétuelle croissance et tout. Tu apprends en même temps, et en même temps, tout ce que tu as appris dans les études, pendant les études, on t'a fait une promesse, c'est que tu allais quelqu'un qui allait être un cadre, et qu'on te donnerait des responsabilités, et qu'on te donnerait des challenges, et effectivement, c'est le cas. Ouais. Ok, donc le fait d'être tout le temps confronté aux difficultés, obligé d'apprendre quelque chose de nouveau, vous permettait de progresser à travers différentes missions et tout. Tout à fait. D'accord. Avec un gros focus sur la production. Donc, j'ai eu des postes de développeurs, des postes de testeurs, d'intégrateurs. Oui. Donc, à chaque fois, un chef de projet, une mission, une feuille de route, des comptes rendus chaque vendredi à faire, des réunions, mais beaucoup de techniques. Oui, beaucoup de techniques. Ça me plaisait bien.
Ok, d'accord. Mais à quel moment vous avez pris la décision de quitter le CDI? Pourquoi vouloir quitter ce monde, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous apprenez au fur et à mesure. Pourquoi vouloir quitter maintenant après 5 ans? Pourquoi? Parce que, en général, dans ces sociétés, vous avez des paliers. Oui. Vous avez des paliers 3 ans, puis après vous avez des paliers 5 ans, puis après vous avez des paliers 8 ans, Oui. et puis après vous quittez plus. Oui. Donc vous avez des moments de votre vie où en fait, de façon naturelle, vous vous posez la question, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai pas fait le tour? Est-ce que j'ai encore des choses à apprendre? Et est-ce que je peux pas avoir peut-être d'autres responsabilités? Et c'est là où ça change, puisque en gros, j'ai été un soldat pendant 5 ans, Oui. ça c'est bien. Oui. Le soldat qu'on positionne, un soldat quoi. Oui, oui. Donc maintenant, si tu veux être pas simple soldat, tu veux venir, tu veux avoir des galons supplémentaires, bon là, il est possible que tu n'arranges pas forcément l'employeur. Ouais, je vois. Parce que lui, il te voit comme un soldat. Ouais. Et donc c'est là, il y a les intérêts divergent. Ouais. Donc quand les intérêts divergent, ben, soit tu t'alignes, soit tu pars. Tu vois. Et là, vous avez décidé de partir. Parti. Et bah, vous avez fait 10 ans dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est bien ça, hein? Oui, 15 ans, oui. 15 ans, ouais. En fait, depuis que j'ai quitté, depuis que je suis plus salarié, je suis entrepreneur, je suis à mon compte, je gère mon temps. Oui. J'ai des clients, donc c'est notre vie. Hein. Oui, vous avez commencé avec le statut entrepreneur ou directement en SASU? Non, je suis parti directement en SaaS. Ok, voilà. D'accord, parfait. Je suis parti directement en SaaS avec des associés, avec une volonté au départ de faire des choses, mais on n'avait pas vraiment de produits. Au début, on veut tout faire. Oui. Puis au bout d'1 an, 2 ans, on se spécialise et puis on garde son couloir. Moi, mon couloir, c'est la formation professionnelle dans le domaine pour lequel j'avais bossé pendant 5 ans, c'est-à-dire le développement d'applications Java. Ah, d'accord. Vous avez, une connaissance dans le domaine du développement d'applications aussi. Ouais, tout à fait. Donc moi, aujourd'hui, je suis architecte formateur. Ok. Donc toutes les technos, enfin tout ce qui est environnement, intégration continue. Ah ouais, d'accord, du DevOps en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Mais dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous avez entrepris dans quoi? C'est quoi, vous faites la société? Dans la formation, moi, mon savoir-faire, c'était formé. Donc en fait, j'avais des clients pour lesquels qui m'envoyaient dans des missions de formation, des missions de 3 jours, 5 jours, 10 jours, ou des cursus de 3 mois où j'amène des gens qui ont fait sciences à faire de la reconversion. Ok. Donc c'est ça, mon savoir-faire, moi, il est pédagogique et technique. C'est ok, j'amène des gens d'un niveau N à niveau N+1. Ok, d'accord. Ça, c'est mon métier. D'accord. Vous êtes le fondateur de 10 000 codeurs. Qu'est-ce qui vous a amené à mettre en place, cette start-up-là de 10 000 codeurs? Et c'est quoi, 10 000 codeurs? Alors, 10 000 codeurs, c'est pas une start-up, c'est une association. Ok, d'accord. 10 000 codeurs aujourd'hui, c'est parce que moi, aujourd'hui, j'ai 45 ans. J'ai fait à peu près le tour sur la partie professionnelle, puisque j'étais salarié, là, je suis à mon compte. Mais à un moment donné, vous voulez impacter. Okay. Et vous ne voulez pas impacter que des ingénieurs. Vous voulez impacter des gens qui ont peut-être plus besoin de vous que les gens que vous accompagnez d'habitude. Et donc moi, j'ai estimé à un moment de ma vie, c'était à peu près une dizaine d'années, que j'avais un devoir de partager mes connaissances avec des personnes en Afrique qui n'avaient pas forcément eu la même chance, le même parcours, la même trajectoire que moi, mais qui n'en étaient pas moins... qui n'en avaient pas moins de potentiel. Ok. Et donc, un peu comme moi, j'ai eu ces gens-là, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils me disaient, écoute, Douglas, ton potentiel, il est là. Et en fait, toi, tu penses qu'il est là, mais en fait, il est là. Oui. Ben, moi aussi, je veux reproduire ça. Ok, d'accord. Donc, je veux accompagner des personnes pour leur donner des compétences, à la fois de savoir-être, de savoir-faire. Oui. Ils vont leur ouvrir les portes du marché de l'emploi. Ok, d'accord. Donc, c'est une association qui aide, les jeunes, particulièrement en Afrique, qui souhaitent, se lancer dans le domaine du développement, de manière précise, c'est ça? Alors, historiquement, c'était du développement, parce que la phase pilote de 10 000 codeurs, c'était du développement. Mais aujourd'hui, c'est vraiment tous les métiers du numérique. Ok, d'accord. Donc, voilà, aider les jeunes à progresser. Mais vous les aidez comment? À travers des offres ou à travers comment? Alors, je vais essayer de te donner un petit peu, parce que là, aujourd'hui, on est à la phase industrielle maintenant. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé là où je voulais arriver. Ok, d'accord. Faut bien comprendre que mon sujet à moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent accompagner des jeunes dans les métiers du numérique, mais il y a un sujet, c'est le côté massif.
Ok. En fait, c'est ça le sujet. Ouais. Aujourd'hui, il y a 450 millions de jeunes qui sont en âge de travailler en Afrique. Ouais. Donc, beaucoup de gens vont dire, bon, on va accompagner les jeunes, mais bon, 10 par-ci, 20 par-là, Ouais. 30 par-là. La question, c'est comment faire de façon massive. Ok. Comment faire pour qu'un pays, par exemple, comme le Gabon, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, si le chef d'État dit aujourd'hui, je veux que d'ici 3 ans, l'ensemble de mes jeunes soient sur les métiers du numérique, comment on fait? Ouais. En fait, moi, c'est ça mon sujet. Ok, je vois. Je vois. Donc, c'est de les suivre, au fait, dans le cursus, de les former pour qu'ils soient, au fait, opérationnels, c'est ça? C'est plus que ça. Plus que ça. C'est plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, le problème des jeunes, c'est que beaucoup de jeunes pensent que le numérique, c'est TikTok, Facebook. Ok. Donc, en fait, il y a toute une éducation à faire pour que, ils comprennent que le numérique, c'est beaucoup plus large, avec des usages, avec des métiers, avec des technologies. Ok. Et qu'en fait, ils fassent leur choix de métier et après, on les forme. Ok, d'accord, d'accord. Ouais. Je vois très bien. Je vois Donc, très c'est bien. beaucoup plus profond que ça. Oui. Mais concernant, au fait, oui, revenons un peu sur la partie entrepreneur et tout. Vous avez commencé avec le SASU, donc vous avez fait du freelancing au début. Un peu de freelancing. Oui, tout à fait. Oui. Au début, vous avez pas de réseau, vous connaissez personne. Donc, alors plus précisément, pendant 1 an, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ok. C'est-à-dire que je n'avais pas une offre claire. D'accord. Donc, je me positionnais un peu dans l'open source, un peu dans l'intégration, mais c'était pas clair. Je savais pas ce que c'était que le marketing, je savais pas faire une offre, je savais pas mettre des prix, je savais pas qui j'étais, comment je m'appelais, où j'allais. Oui, je vois. Donc, il y a une période un peu floue. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ben non, il faut que je fasse déjà ce que je sais faire depuis 5 ans. C'est-à-dire la technique. Oui. Et en plus de ça, il se trouve que naturellement, moi, j'ai des aptitudes à communiquer. Donc, je me suis dit, la formation, ce serait le bon truc. Et Ok. c'est comme ça que j'ai commencé à être formateur. Formateur. Et que j'allais voir des centres de formation pour leur proposer mon expertise en formation. Dans ce Que j'ai domaine. créé des supports de cours, etc. Ok. Enfin, Oui. Mais comment vous faites après? Vous avez commencé parce que vous avez déniché votre premier client, ensuite le second, ensuite ainsi de suite, et arrivé à un niveau où vous avez de multiples clients qui vous demandent vos services. Comment on fait pour acquérir cette notoriété-là sur le long terme? Ok. Alors, il y a eu 2 phases. Oui. Il y a une phase où, comme beaucoup d'indépendants, je suis sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant. Ok. Je vais voir un centre de formation, je dis toc toc, salut, vous existez depuis 10 ans, 20 ans, moi je suis tout petit. Je demande pas grand-chose. Je vais former juste. Donnez-moi ma chance. Ok, d'accord. Donc tu le fais avec 2, 3, 4, 5. Il y en a qui te disent non, comme tu n'as jamais fait, on ne te donne pas. Mais il y en a qui, pour X raisons, vont te dire oui. Ok. Et donc, on fait un entretien, on fait un test, une simulation pédagogique, technique. On te dit, voilà, supposons que tu aies 15 personnes devant toi, comment tu gères, comment tu démarres ta formation, comment tu animes tel sujet technique, etc. Donc ça, je l'ai fait. Et puis, comme j'étais sous-traitant de sous-traitant de sous-traitant, j'avais un taux journalier qui était faible. Oui. On me dit, voilà, écoute, pour une journée de prestation, écoute, nous, on te donne 300 €. Exact. Moi, je suis dans ma tête, je fais les calculs, 300 €. Si je fais sur 20 jours, ça fait 6 000. 6 000, j'enlève les charges, ça me retrouve à peu près mon salaire d'avant. Ouais, je vois. Donc, j'y vais. Mais au bout d'un an, 2 ans, déjà, en fait, on fait pas 20 jours vraiment dans un mois. Parce que 20 jours de formation, c'est très, très agressif. C'est fatigant, la formation. Donc, c'est pas 20 jours que tu fais, c'est plutôt 15 jours. Donc, tu vois. Oui. Donc, tu te rends compte que finalement, ton intérêt, c'est d'être en direct. Oui. Avec le client même, au fait. Avec le client même. Oui. Et donc, j'ai développé une stratégie qui m'a permis, en 2 ans, d'avoir mes propres clients. Ok. Avec des bons de commande. Signé Orange, signé Thales, signé les gros. Ouais. Et ça s'est passé par le contenu. Donc j'ai écrit beaucoup d'articles sur Internet. Ok. Beaucoup d'articles. Et j'ai travaillé mon référencement. Ouais. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à avoir des entrants. Je vois très bien.
Pourquoi? Parce que j'ai sauvé la vie de quelques ingénieurs quelque part dans leur projet. Oui. Et que mon contenu était pédagogiquement calé, c'était détaillé. Et les gens, ils ont dit, bah écoute, si ce contenu-là est intéressant, le jour où je vais me former, c'est chez eux. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on retient essentiellement ici, c'est il faudrait vraiment que les jeunes travaillent aussi le personal branding pour pouvoir, en fait, eux-mêmes dénicher leurs propres clients. Parce qu'on va pas tout le temps aller postuler sur des sites de freelance et tout. Il faudrait vraiment bâtir soi-même une communauté dans le domaine. Exactement. C'est capital. Content is king. C'est encore vrai aujourd'hui, c'était vrai il y a 20 ans. Oui. Le contenu, c'est la clé. Oui. Parfait, en fonction de ton contenu, les gens vont s'intéresser à toi. C'est systématique. Pas parce qu'ils t'aiment, mais parce que ton contenu répond à leurs attentes. Ok, d'accord. Parfait. Et voilà, sur 10 000 codeurs, vous côtoyez plusieurs jeunes. Qu'est-ce que vous remarquez de commun sur ces jeunes-là dans ce domaine du développement de manière spécifique là? Qu'est-ce que vous remarquez de commun sur ces jeunes? Juste, si tu me permets, je sais pas si je peux partager mon écran. Oui. Voilà, je vais juste te montrer en fait l'enjeu en fait de 10 000 codeurs. Ok, d'accord. L'enjeu de 10 000 codeurs, c'est qu'aujourd'hui, 10 000 codeurs se positionnent entre les jeunes qui sont sans repère, qui sont invisibles, qui sont inaudibles, et une industrie mondiale du numérique qui recherche des talents à marche forcée. Ok. Les projets s'accumulent, mais il n'y a pas de talent. Ok, je vois. Du coup, vous formez ces talents et vous mettez en disposition des entreprises, ça? Du coup, moi, j'ai un double discours. Je parle aux entreprises en disant qu'écoutez, les talents que vous cherchez là, moi, je les ai. Ok. Mais vous allez devoir contribuer à leur émancipation. Ok. Et aux jeunes, je leur dis, écoutez, la vie, c'est pas facile. Je vais vous donner une opportunité de me montrer que vous êtes valable. Ok. Et à partir de ça, ça donne quoi? Ça donne une carte. Alors, je vais pas partager mon écran du coup. Ça donne une carte. Et cette carte-là permet en fait à des entreprises aujourd'hui. Cette carte permet à des entreprises d'identifier des profils que l'association a validés comme étant des potentiels. Ils sont là. Ok. Donc aujourd'hui, les personnes que tu vois sur cette carte, là, il est au Burundi, d'accord? Là, lui, il est en RDC. Ce sont des personnes qui ont validé deux choses. Une culture numérique ainsi qu'un comportement qui correspond aux attentes des entreprises. Ok. D'accord? Oui. Donc moi, aujourd'hui, je suis centré en fait sur cette carte et j'alimente cette carte avec des jeunes que j'ai validés. Ok. Et pour les valider, je leur demande d'avoir ce qu'on appelle le passeport numérique. Okay. Si un jeune a le passeport numérique, moi, je le mets sur cette carte et il pourra être visible de recruteurs du monde entier. Ok, d'accord. Quand vous dites être visible, c'est-à-dire il pourra travailler de chez lui, dans son pays d'origine, partout dans le monde. Ça veut dire déjà qu'en fait, on va pouvoir le contacter. Ok. On va lui proposer des missions. Par exemple, ici, Jean-Pierre, voilà, Jean-Pierre, j'ai sa photo, je sais que lui, ce qu'il veut, c'est devenir data engineer, par exemple. Et là, j'en sais un peu plus sur Jean-Pierre. Ok, d'accord. D'accord? Oui. Et ça, c'est intéressant, ça. Oui, je vois. Du coup, en fait, ils viennent sur... Oui. Donc, ils viennent sur le site 10 000 codeurs, ils peuvent voir directement les talents et proposer, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que lui, il devient ce qu'on appelle un ambassadeur 10 000 codeurs. Directement. C'est-à-dire qu'il devient quelqu'un qui, non seulement veut trouver un emploi, mais ça va au-delà de ça aujourd'hui maintenant, mon combat. Le sujet, c'est plus trouver un emploi ou pas. Oui. Le sujet, c'est quel monde on construit. Ok. Tu vois un peu le... Oui, je vois. C'est quand même un... Parce que l'emploi, c'est un élément dans ta vie. Oui. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est quel monde on construit. Ok. Est-ce qu'on construit un monde qui respecte la femme? Est-ce qu'on construit un monde qui respecte l'environnement? Est-ce qu'on construit un monde dans lequel le numérique va être un vecteur de progrès? Est-ce qu'on construit un monde dans lequel le numérique va être effectivement une opportunité d'autonomisation? Mais ce n'est pas une fin, en fait. Ok. La recherche de l'emploi ne doit pas être une fin. Okay. C'est une étape dans ta vie. Oui. Et donc, on va te donner les moyens d'atteindre cette étape-là, c'est bien. Mais on te demande aussi surtout les moyens de devenir quelqu'un qui, demain, va impacter ton environnement, ton quartier, ta ville, ta région.
ton pays, ton continent. Parfait. Donc, en fait, voilà un peu la dynamique dans laquelle on est. Oui. Et ça, c'est une évolution naturelle du projet d'Unicodeur depuis quelques années. Parce que maintenant, on est arrivé à une phase à l'échelle et qu'aujourd'hui, on est témoin de notre monde. Oui, parfait. Donc, ça fait quand même 15 ans que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat maintenant. Oui. Et voilà, on va pas se mentir, vous êtes un entrepreneur à succès parce que voilà, le projet 10 000 codeurs, tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, là, actuellement, vous êtes en pleine expansion. Quel conseil au fait aurez-vous à donner à des jeunes qui au fait ont vu ce parcours-là quand même et voulaient suivre votre pas pour pouvoir au fait être dans des entrepreneurs à succès ou soit progresser dans le domaine de l'informatique pour tous ceux qui veulent progresser dans ce domaine-là? Ok. Oui. La première chose, c'est que je leur proposais de décrocher le passeport numérique d'Unicodeur. D'accord. Quelque chose que moi, je n'ai pas eu il y a 10 ans. Ok. Ça, c'est la première chose que je leur propose. Ok. Décrocher le passeport. Pourquoi? Parce que quand ceux qui sont sur la carte dont j'ai parlé, eux, ils ont le passeport. Et en fait, le chemin pour arriver au passeport, ça les fait passer par beaucoup d'étapes. Ok, d'accord. La curiosité, l'autonomie, la discipline, la détermination, le savoir-être, l'humilité. Tout ça, tu es obligé de passer par tout ça pour avoir le passeport. Ok, je vois. Ça carrément, ça bâtit un mindset. Exactement, ça te bâtit un mindset. Oui. Parce qu'il y a le côté culture générale, ça veut dire que même si tu veux faire community manager, tu vas quand même être capable de répondre à la question c'est quoi la blockchain. Et ça revient tout à l'heure, c'est que c'est pas ta zone de confort. Oui. Tu n'aimes même pas la blockchain. Tu n'aimes pas la sécurité informatique. Mais tu es obligé de passer par là, oui. D'aller chercher les questions, parce qu'on te pose 50 questions pour avoir le passeport. Ok. Et tu dois répondre à 80% des questions. Sinon, tu n'as pas l'écrit. Et quand tu as l'écrit, maintenant, tu as un face-à-face avec une personne qui va te poser des questions d'ordre de comment tu gères ton stress, c'est quoi une entreprise, etc., etc. Donc voilà le premier conseil que je donne. Ensuite, pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs, on a un deuxième programme qui s'appelle le programme Entreprendre. Ok, d'accord. Et ça va intéresser en fait ton auditoire. Oui. Parce que le programme Entreprendre s'adresse d'abord aux gens qui ont le passeport. D'abord. Mais en plus d'avoir le passeport, on va leur demander de regarder une série de vidéos, d'une part sur l'entrepreneuriat, des vidéos qu'on a réalisées, et aussi, ce qui est très intéressant, sur ce qu'on appelle le business model innovation. Ok. Parce que le sujet aujourd'hui, là encore, c'est plus de créer une entreprise, mais c'est de créer une marque. Oui. C'est de devenir unique et empathique. Oui. Donc, les vidéos d'entrepreneuriat traditionnel, ça ne suffit plus en fait, parce qu'aujourd'hui, il faut sortir du lot. Il faut innover. Il faut innover, oui. Et donc, nous, on a des vidéos qui t'expliquent comment innover. Pourquoi? Parce qu'on t'explique comment d'autres que tu connais dans ta vie, Disney, Netflix, Nintendo, on t'explique leur histoire. Oui. Dans des vidéos d'1 heure. Pour que tu t'en inspires pour que tu t'en inspires, pour comprendre ce que c'est que l'innovation et pour toi aussi, à un moment donné, quand tu vas entreprendre, ne pas seulement vouloir être une société comme il y en a des millions, mais devenir unique et empathique. Ok, d'accord, parfait. Bon, Apple est unique et empathique. Oui. Est-ce que vous pouvez développer ça pour les gens qui vont voir la vidéo? Qu'est-ce que vous mettez dans unique et empathique? Unique dans quel sens? Quand tu vois Apple, il y a beaucoup de choses qui dégagent. Oui. Il y a l'excellence, il y a la relation client, il y a le design. Oui. Apple est unique. Est-ce que tu peux me citer des entreprises pour lesquelles les gens, quand la prochaine version de l'iPhone sort, ils font la queue pour aller le prendre? Il n'y a qu'Apple. Apple est unique. Oui. Exactement. Ils ont compris au fait. Parce que c'est la marque. Ouais. Donc déjà, nous sommes à la fin de l'interview. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin à donner à tous ces jeunes-là qui vont voir au fait cette vidéo, qu'ils vont aller regarder votre LinkedIn et vont vouloir au fait embraquer vos pas, accéder à 10 000 codeurs et vraiment bénéficier de toute l'expertise que vous proposez. Décrochez votre passeport numérique 10 000 codeurs. Voilà le message que je peux proposer, parce que ça va vous bâtir un mindset qui est mon mindset. Ok. Voilà. Si mon mindset vous intéresse,
décrochez votre passeport, vous allez entrer dans la famille d'Unicoder. Unicoder, c'est une famille dans laquelle vous allez avoir votre place. Vous allez être en contact avec d'autres personnes qui se sont posées les mêmes questions que vous. Et aujourd'hui, leur vie est en train de changer complètement. Ce qui est sûr, je vais mettre en bas de la vidéo, ok, je vais mettre le lien pour pouvoir en fait voir le site. Pour tous ceux qui vont vouloir en fait accéder au passeport talent, il y a tous les étapes pour pouvoir y accéder. Et ça serait un plaisir quand même de vous laisser passer pour une autre interview, mais cette fois-ci dans le domaine de l'entrepreneuriat particulièrement. Oui, et du coup, on parlera justement du parcours entrepreneuriat. Oui. Et on parlera peut-être d'Amdiatou Adjama, qui est une Togolaise, qui est la première à avoir fini notre programme en 3 étapes. 3 étapes pour l'emploi. Et elle, la 3e étape, c'est l'insertion. Et elle a choisi l'insertion, pas par le salariat, mais par l'entrepreneuriat. Elle s'appelle Amdiatou Adjama, elle est togolaise. Elle crée des sites internet no code à partir de 150 €. Oh, super. On la salue déjà. Je pense qu'elle va voir la vidéo. Ça serait je pense qu'elle sera contente de venir. Elle sera ravie de venir pour vous expliquer. Parce que moi c'est bon. Vous voyez, moi, je suis parti. Non, mais c'est sûr, je vais lui lancer une invitation et elle va nous partager son parcours. Exactement. Merci à vous et merci beaucoup. Merci.